Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Une vidéo qui, je l'espère, va vous apporter un maximum de good vibes et d'inspiration. On va plonger ensemble au cœur d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, je pense, résonne chez beaucoup d'entre nous. Comment reprendre le contrôle de sa vie? Alors, installez-vous confortablement. Prenez votre boisson préférée, parce qu'aujourd'hui, découvrez 10 leçons essentielles pour reprendre le contrôle de votre vie. Ce sont des clés, des petites graines que j'ai envie de semer avec vous, des choses qui m'ont aidé et qui, j'en suis sûre, peuvent aussi vous éclairer sur votre propre chemin. On va créer ensemble une petite bulle, un espace où l'on peut se poser les bonnes questions, sans jugement, juste avec l'envie d'avancer. Vous savez, la vie, c'est un peu comme un grand voyage. Parfois, on a l'impression de suivre une carte dessinée par d'autres, ou de se laisser porter par les courants, sans trop savoir où l'on va. Mais le truc cool, c'est qu'à tout moment, on peut décider de reprendre la barre, de choisir sa destination et de naviguer avec plus d'intention. C'est ce qu'on va explorer ensemble, étape par étape. Alors, surtout, restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Parce que chaque leçon est une pièce du puzzle. Et je suis convaincue que certaines d'entre elles vont vraiment faire écho en vous. On va parler de choses concrètes, d'astuces simples à mettre en place, mais aussi de mindset, parce que tout part de là. C'est parti pour un shot de motivation et de bienveillance, et j'ai trop hâte de partager ça avec vous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir, et ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos avec d'autres conseils et réflexions pour vous aider à avancer. Let's go! Alors, pour commencer cette exploration, la première leçon, et pas des moindres, c'est de prendre conscience de ses habitudes. Vous savez, ces petites choses qu'on fait tous les jours, souvent en mode pilote automatique, sans même y réfléchir. Du café du matin à la façon dont on scrolle sur les réseaux avant de dormir, en passant par nos réactions face au stress. Ces habitudes, aussi anodines qu'elles puissent paraître, sont en réalité les véritables architectes de notre quotidien, et à plus grande échelle, de notre vie entière. Elles façonnent nos journées, influencent notre humeur, notre productivité et même notre santé physique et mentale. C'est un peu comme des rails invisibles qui guident notre train de vie. Pourquoi est-ce si crucial de les identifier? Tout simplement parce que tant qu'on n'en a pas conscience, on ne peut pas les changer. Certaines de nos habitudes nous tirent vers le haut, nous nourrissent, nous aident à atteindre nos objectifs. Pensez à cette habitude de lire quelques pages chaque soir ou de faire une petite marche après le déjeuner. Ce sont des alliés précieuses, mais d'autres, soyons honnêtes, nous freinent, nous plombent, nous éloignent de la personne que l'on a envie d'être. C'est cette tendance à procrastiner, à manger sur le pouce des choses pas très saines, ou à ruminer des pensées négatives. Identifier ses habitudes, c'est comme allumer la lumière dans une pièce pour voir clairement ce qui s'y trouve. Imaginez l'impact cumulé d'une petite habitude, répétée jour après jour, pendant des mois, voire des années. Si chaque matin, votre première action est de checker votre téléphone et de vous laisser submerger par les notifications et les mauvaises nouvelles, cela va inévitablement teinter votre journée d'une certaine couleur. À l'inverse, si vous commencez par quelques minutes de méditation ou d'étirement, l'énergie sera totalement différente. Ce sont ces petits ajustements qui, mis bout à bout, créent des transformations majeures. Il ne s'agit pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais de comprendre quels sont les mécanismes en place. Alors, mon premier conseil, c'est de vous observer avec beaucoup de douceur et sans aucun jugement. Prenez un petit carnet ou une note sur votre téléphone et pendant une semaine, essayez de noter les habitudes récurrentes que vous repérez. Quand surviennent-elles? Quel est le déclencheur? Comment vous sentez-vous avant, pendant et après? C'est un exercice super puissant pour reprendre le contrôle. Parce que la conscience, c'est toujours la première étape vers le changement. On ne peut pas améliorer ce dont on n'a pas conscience. Alors,
prêts à jouer les détectives de vos propres routines. Une fois qu'on a commencé à y voir plus clair dans nos habitudes, la deuxième leçon essentielle pour reprendre le contrôle de sa vie, c'est de se fixer des objectifs clairs. Franchement, c'est comme vouloir partir en road trip sans avoir la moindre idée de la destination, ni même une carte. On risque de tourner en rond, de se fatiguer et de finir par se décourager, non? Les objectifs, ce sont nos destinations, nos phares dans la nuit. Ils donnent une direction, un sens à nos actions et une motivation incroyable pour se lever le matin. Sans objectif, on se laisse facilement porter par le courant, par les envies des autres, par les distractions, et on finit par avoir l'impression de subir sa vie plutôt que de la construire activement. Mais attention, quand je parle d'objectifs, je ne parle pas de vœux pieux ou de résolutions floues du nouvel an, du style « je veux être plus heureux » ou « je veux réussir ». Pour qu'un objectif soit vraiment moteur, il doit être précis et atteignable. Par exemple, au lieu de dire « je veux me remettre en forme », dites plutôt « je veux pouvoir courir 5 km sans m'arrêter d'ici 3 mois » ou « je veux intégrer 3 séances de sport de 30 minutes dans ma semaine ». Vous voyez la différence? Un objectif précis nous permet de savoir exactement ce qu'on vise et de mesurer nos progrès. Et atteignable, c'est super important pour ne pas se démotiver d'avance. Il vaut mieux viser des étapes réalistes et les célébrer, plutôt que de se fixer un Everest impossible à gravir du premier coup. L'autre secret, c'est de décomposer les grands rêves en petits objectifs, en étapes intermédiaires. Si votre grand rêve est d'écrire un livre, ça peut paraître immense et intimidant. Mais si vous le découpez en « écrire 500 mots par jour » ou « terminer le premier chapitre ce mois-ci », ça devient tout de suite beaucoup plus gérable. Chaque petit objectif atteint est une victoire qui nourrit la confiance en soi et donne l'énergie pour continuer. C'est comme monter un escalier marche après marche. Chaque pas compte et vous rapproche du sommet. C'est cette dynamique de progression qui est tellement gratifiante et qui nous fait sentir qu'on reprend vraiment les rênes. Alors, prenez un moment, vraiment, pour réfléchir à ce que vous voulez accomplir. Qu'est-ce qui vous ferait vibrer? Dans quel domaine de votre vie aimeriez-vous voir une amélioration? Notez ces objectifs, rendez-les visibles. Accrochez-les sur votre frigo, mettez-les en fond d'écran, parlez-en à un ami de confiance. Plus ils seront concrets et présents dans votre esprit, plus vous aurez de chances de les atteindre. C'est votre boussole personnelle, celle qui vous guidera vers la vie que vous avez vraiment envie de mener. Alors, quelle est votre prochaine destination? On enchaîne avec la 3e leçon, et celle-ci, elle pique un peu parfois, mais elle est tellement libératrice, apprendre à dire non. Ah, le fameux non. Pour beaucoup d'entre nous, et je plaide coupable aussi parfois, dire non peut sembler super difficile. On a peur de décevoir, de blesser, de passer pour quelqu'un d'égoïste ou de pas sympa. On se retrouve alors à accepter des invitations qui ne nous tentent pas, des tâches supplémentaires au travail alors qu'on est déjà sous l'eau, ou des services qui nous mettent dans une situation inconfortable. Le problème, c'est qu'à force de dire oui aux autres à tout bout de champ, on finit par se dire non à soi-même, à ses propres besoins, à ses priorités. Pourtant, apprendre à dire non, c'est l'un des plus grands actes de self-love et de respect de soi que l'on puisse s'offrir. C'est reconnaître que notre temps, notre énergie, nos ressources sont précieuses et limitées. Poser des limites claires, c'est dire aux autres, et surtout à soi-même, voilà où je commence et où je m'arrête. Voilà ce qui est acceptable pour moi et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas être méchant ou fermé, c'est simplement se protéger et s'assurer qu'on a suffisamment d'espace et d'énergie pour ce qui compte vraiment pour nous, que ce soit nos projets, notre bien-être ou nos relations les plus importantes. Dire non est aussi un outil incroyablement efficace pour mieux gérer son temps et son énergie. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui n'est pas aligné avec vos objectifs ou vos valeurs, vous dites implicitement non à quelque chose qui pourrait l'être.
Si vous acceptez cette soirée alors que vous aviez prévu de travailler sur ce projet qui vous tient à cœur, ou si vous prenez en charge cette tâche qui ne vous incombe pas, c'est du temps et de l'énergie en moins pour ce qui vous fait avancer. Reprendre le contrôle de sa vie, c'est aussi reprendre le contrôle de son agenda et de ses engagements, en faisant des choix conscients. Alors, comment on fait concrètement? Ça demande de l'entraînement, c'est sûr. Commencez petit. Vous n'avez pas besoin de justifier votre nom pendant des heures. Un simple « merci de penser à moi, mais je ne serai pas disponible » ou « je ne peux pas m'engager là-dessus pour le moment » peut suffire. Parfois, on peut proposer une alternative, ou simplement être honnête sur ses capacités. L'important, c'est d'être ferme, mais respectueux. Vous verrez, au début c'est un peu inconfortable, mais la sensation de légèreté et de respect de soi qui en découle est tellement précieuse. C'est un super pouvoir à cultiver. La 4e leçon est absolument fondamentale, c'est la base de tout le reste. Prendre soin de sa santé mentale. On a tellement l'habitude de se focaliser sur notre santé physique, bien manger, faire du sport, et c'est génial, mais on oublie parfois que notre mental, notre cerveau, nos émotions, ont aussi besoin d'une attention toute particulière. Notre santé mentale, c'est notre jardin intérieur, notre oasis. Si elle est florissante, tout le reste de notre vie en bénéficie. Si elle est négligée, même les plus grands succès extérieurs peuvent sonner creux. C'est le socle sur lequel on construit notre bien-être et notre capacité à faire face aux défis de la vie. Alors, comment on bichonne cette santé mentale? Il y a plein de façons, et l'une des plus connues et des plus efficaces, c'est la méditation. Et non, pas besoin de devenir un moine bouddhiste ou de méditer pendant des heures. Quelques minutes par jour, juste s'asseoir au calme, se concentrer sur sa respiration, observer ses pensées sans jugement, ça peut déjà faire une différence énorme pour apaiser le mental, réduire le stress et l'anxiété. Il existe plein d'applications et de méditations guidées pour commencer. Le journaling, écrire ses pensées, ses émotions, est aussi un outil super puissant pour y voir plus clair et se libérer. Un autre aspect crucial, c'est le repos. Et quand je dis repos, je ne parle pas seulement des 8 heures de sommeil par nuit, même si c'est super important. Je parle aussi de vraies pauses dans la journée, de moments où l'on déconnecte des écrans, du bruit, de l'agitation. Des moments où l'on permet à notre cerveau de souffler, de ne rien faire, de rêvasser. On vit dans une société qui valorise l'hyperactivité, mais notre système nerveux a besoin de ces temps de récupération pour fonctionner de manière optimale. N'ayez pas peur de vous accorder ces moments de calme, ils sont essentiels. Et enfin, prendre soin de sa santé mentale, c'est apprendre à s'écouter. Vraiment s'écouter. Reconnaître ses émotions, même celles qui sont inconfortables, et les accueillir sans jugement. Identifier ses besoins. Besoin de repos, de soutien, de solitude, de créativité. Notre corps et notre esprit nous envoient constamment des signaux. Apprendre à les décoder et à y répondre avec bienveillance, c'est la clé. Si vous vous sentez submergé, n'hésitez jamais à demander de l'aide, que ce soit à un ami, à un membre de votre famille ou à un professionnel. Prendre soin de son mental, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse se donner. On arrive à la 5e leçon, et celle-ci concerne notre environnement direct, plus précisément les personnes qui nous entourent. Il y a cette fameuse phrase qui dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ». Et c'est tellement vrai. Notre entourage a une influence considérable sur notre état d'esprit, nos croyances, nos ambitions et même nos actions. Que ce soit nos amis, notre famille, nos collègues, les personnes que l'on choisit de fréquenter façonnent, souvent inconsciemment, notre vision du monde et de nous-mêmes. C'est un peu comme si on absorbait leurs énergies et leurs perspectives. Imaginez-vous entouré de personnes positives, encourageantes, qui croient en vous, qui célèbrent vos succès et qui vous soutiennent dans les moments plus difficiles. Des personnes qui vous inspirent à devenir une meilleure version de vous-même, qui vous poussent à sortir de votre zone de confort et à poursuivre vos rêves.
Cet entourage-là, c'est un véritable booster. Il crée un cercle vertueux où l'énergie positive circule, où les idées fusent, où l'on se sent compris et porté. C'est un carburant incroyable pour avancer et reprendre le contrôle de sa vie, car on se sent épaulé et en confiance. À l'inverse, si vous êtes constamment entouré de personnes négatives, critiques, qui se plaignent tout le temps, qui doutent de tout et de tout le monde, y compris de vous, cela peut avoir un effet terriblement drainant. Ces personnes peuvent, sans même le vouloir parfois, saper votre énergie, freiner votre enthousiasme et vous faire douter de vos propres capacités. On parle souvent de vampires énergétiques, et même si le terme est un peu fort, il illustre bien cette sensation d'être vidé après avoir passé du temps avec certaines personnes. Il devient alors beaucoup plus difficile de maintenir un état d'esprit positif et de se concentrer sur ses objectifs. Alors, la leçon ici, c'est de choisir consciemment votre tribu. Observez comment vous vous sentez après avoir interagi avec différentes personnes de votre entourage. Qui vous laisse plein d'énergie et d'inspiration? Qui vous laisse vidé et démoralisé? Il ne s'agit pas de couper les ponts brutalement avec tout le monde, mais peut-être de passer moins de temps avec ceux qui vous tirent vers le bas et de cultiver activement les relations avec ceux qui vous nourrissent. N'ayez pas peur de chercher de nouvelles connexions avec des gens qui partagent vos valeurs et vos aspirations. Votre entourage est un choix, et c'est un choix puissant pour reprendre le contrôle de votre bien-être. 6e leçon, et c'est un classique, mais toujours aussi pertinent, gérer son temps efficacement. Le temps, c'est notre ressource la plus précieuse, et la seule qu'on ne peut ni acheter, ni récupérer une fois qu'elle est passée. On a tous 24 heures dans une journée, mais la façon dont on utilise ces heures détermine en grande partie ce qu'on accomplit, le stress qu'on ressent et l'espace qu'on a pour les choses qui comptent vraiment. Souvent, on a l'impression de courir toute la journée, d'être super occupé, mais à la fin, on se demande ce qu'on a réellement fait avancer. C'est le signe qu'une meilleure gestion du temps pourrait être bénéfique. Alors, comment on s'y prend pour dompter cette horloge ? Il n'y a pas de formule magique universelle, mais il existe plein d'outils et de techniques qui peuvent t'aider. La base, c'est souvent de commencer par une bonne vieille to-do list. Mais pas juste une liste à rallonge qui fait peur, une liste priorisée où vous identifiez les 2 ou 3 tâches les plus importantes de la journée, celles qui auront le plus d'impact. La technique du time blocking est aussi super efficace. Au lieu de juste lister vos tâches, vous leur allouez des créneaux horaires spécifiques dans votre agenda, comme des rendez-vous avec vous-même. Ça aide à visualiser sa journée et à se protéger des interruptions. Et puis, il y a l'ennemi public numéro 1 de la gestion du temps, la procrastination. On la connaît tous, cette petite voix qui nous dit « Oh, tu feras ça plus tard ». Pour la combattre, il faut d'abord comprendre pourquoi on procrastine. Souvent, c'est par peur de l'échec, de la difficulté, parce que la tâche semble trop grosse ou par perfectionnisme. Une astuce, c'est la règle des 5 minutes. Engagez-vous à travailler sur la tâche pendant seulement 5 minutes. Souvent, une fois lancé, c'est plus facile de continuer. Découper les grosses tâches en mini-étapes les rend aussi beaucoup moins intimidantes. Chaque petite étape cochée est une victoire. L'objectif d'une bonne gestion du temps, ce n'est pas de devenir un robot obsédé par la productivité et de remplir chaque minute de sa journée. Au contraire, c'est de faire des choix conscients sur la façon dont on alloue notre temps pour qu'il serve nos priorités, nos objectifs, mais aussi notre bien-être. C'est de se libérer du temps pour ce qui nous ressource, pour nos proches, pour nos passions. En gérant mieux votre temps, vous réduisez le stress, vous augmentez votre sentiment d'accomplissement et vous reprenez activement le contrôle sur le déroulement de vos journées, et donc de votre vie. On passe à la 7e leçon. Et c'est une leçon qui demande un vrai changement de perspective. Accepter l'échec comme une leçon et non comme une fin en soi. Dans notre société, l'échec est souvent mal vu, associé à la honte, à l'incompétence. Du coup, on en a peur, on fait tout pour l'éviter, au point parfois de ne plus oser prendre de risques,
de ne plus oser essayer de nouvelles choses. Mais la vérité, c'est que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage et de croissance. Toutes les personnes qui ont accompli des choses extraordinaires ont connu des échecs, des revers, des moments où rien ne se passait comme prévu. Le truc, c'est de changer notre regard sur cet échec. Au lieu de le voir comme une preuve qu'on est nul ou qu'on n'y arrivera jamais, il faut le voir comme une information précieuse, un feedback. L'échec nous dit « Ok, cette approche n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment la prochaine fois ?» C'est une opportunité de s'ajuster, de s'améliorer, de développer de nouvelles stratégies. Si on n'échoue jamais, c'est peut-être qu'on ne sort pas assez de notre zone de confort, qu'on ne se challenge pas suffisamment. La peur de l'échec peut être paralysante. Elle nous empêche de nous lancer dans des projets qui nous tiennent à cœur, de postuler à ce job de rêve, ou même d'exprimer nos idées. On préfère rester dans le connu, le sécurisant, plutôt que de risquer de se planter. Mais en faisant ça, on se prive d'opportunités incroyables de grandir et de découvrir de quoi on est vraiment capable. Reprendre le contrôle de sa vie, c'est aussi oser affronter cette peur, oser se tromper, et savoir qu'on aura la force de se relever et d'apprendre. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un échec, petit ou grand, essayez de ne pas vous laisser submerger par la déception ou l'autocritique. Prenez un temps pour analyser la situation objectivement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles leçons puis-je en tirer ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour rebondir plus fort ? L'échec n'est pas une identité, c'est un événement. Et chaque événement est une chance d'apprendre et de devenir plus résilient, plus sage. Transformez vos échecs en tremplin vers vos futurs succès. La 8e leçon que j'ai envie de partager avec vous, c'est de développer la gratitude. Ça peut paraître un peu cliché pour certains, mais je vous assure que c'est un outil d'une puissance incroyable pour améliorer son bien-être et reprendre une perspective plus positive sur sa vie. La gratitude, c'est simplement l'art de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses que l'on a, petites ou grandes, au lieu de se focaliser constamment sur ce qui nous manque, ce qui ne va pas ou ce que les autres ont et pas nous. C'est un shift mental qui change radicalement la façon dont on perçoit notre réalité. L'impact de la gratitude sur notre bien-être est prouvé par de nombreuses études. Pratiquer la gratitude régulièrement peut réduire le stress et l'anxiété, augmenter les sentiments de bonheur et de satisfaction, améliorer la qualité du sommeil et même renforcer nos relations avec les autres. En fait, en nous concentrant sur le positif, on entraîne notre cerveau à le remarquer davantage. C'est comme si on mettait des lunettes spéciales qui nous aident à voir la beauté et les cadeaux cachés dans notre quotidien, même quand les choses sont un peu compliquées. Comment on cultive cette gratitude, concrètement ? C'est très simple et ça ne demande pas beaucoup de temps. Une des pratiques les plus populaires, c'est le journal de gratitude. Chaque soir, avant de vous coucher, ou le matin en vous levant, prenez quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Ça peut être des choses toutes simples, un rayon de soleil, un bon café, un sourire échangé avec un inconnu, un moment de complicité avec un proche, le fait d'être en bonne santé. L'important, c'est de le faire régulièrement pour que ça devienne une habitude. Vous pouvez aussi exprimer votre gratitude directement aux personnes qui vous entourent. Dire un merci sincère, écrire une petite note pour apprécier un geste. Ça fait autant de bien à celui qui le donne qu'à celui qui le reçoit. Prenez aussi le temps, dans votre journée, de faire des pauses gratitude. Arrêtez-vous un instant, regardez autour de vous, et appréciez consciemment ce qui est là. Un bon repas, le confort de votre maison, la nature. La gratitude, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus elle devient forte, et plus elle transforme notre vision de la vie en une expérience plus riche et plus joyeuse. On arrive à la 9e leçon. Une de mes préférées, se former en continu. Cultiver cette soif d'apprendre tout au long de sa vie. Le monde change à une vitesse folle. Les connaissances évoluent. De nouvelles opportunités apparaissent constamment. Pour naviguer dans ce monde en perpétuel mouvement
Et surtout pour continuer à grandir en tant que personne, il est essentiel de rester curieux et ouvert à l'apprentissage. Il ne s'agit pas forcément de retourner sur les bancs de l'école ou d'accumuler les diplômes formels, même si c'est une option. L'apprentissage peut prendre tellement de formes différentes. Pensez au plaisir de découvrir un nouveau sujet qui vous passionne, d'acquérir une nouvelle compétence qui vous ouvre des portes, ou simplement de comprendre un peu mieux le monde qui vous entoure. Apprendre, c'est ce qui garde notre esprit vif et agile. Ça stimule notre créativité, ça booste notre confiance en nous quand on maîtrise quelque chose de nouveau, et ça nous permet de nous adapter plus facilement aux changements. C'est un investissement en soi qui rapporte toujours, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Ne jamais cesser d'apprendre, c'est s'assurer de ne jamais cesser d'évoluer. Les moyens d'apprendre sont infinis aujourd'hui, et beaucoup sont accessibles gratuitement ou à moindre coût. Vous pouvez lire des livres, des articles de blog, des études. Écoutez des podcasts inspirants ou éducatifs pendant vos trajets ou en faisant la cuisine. Suivre des cours en ligne sur des plateformes comme Coursera, Udemy, ou même des tutoriels sur YouTube pour apprendre une nouvelle langue, à coder, à jouer d'un instrument, à mieux gérer vos finances. Vous pouvez aussi apprendre énormément en discutant avec des personnes qui ont des expériences différentes, en rejoignant des communautés, en essayant de nouveaux hobbies. L'important, c'est de cultiver un état d'esprit de curiosité, une envie d'explorer, de comprendre. Ne vous dites jamais « je suis trop vieux pour apprendre ça » ou « ce n'est pas pour moi ». Chaque jour est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, aussi petit soit-il. Fixez-vous des petits défis d'apprentissage. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ou savoir faire dans 6 mois, dans 1 an? En nourrissant cette flamme de la curiosité, vous enrichissez votre vie de manière incroyable et vous vous donnez les moyens de toujours aller de l'avant, de vous réinventer et de rester acteur de votre parcours. Et nous voilà arrivés à la 10e et dernière leçon, mais certainement pas la moins importante, passez à l'action. Parce que toutes les bonnes intentions du monde, toutes les connaissances accumulées, toutes les listes d'objectifs bien définis, ne valent absolument rien si elles ne sont pas suivies d'actions concrètes. C'est dans l'action que la magie opère, que les rêves commencent à prendre forme, que le changement devient réel. Il y a souvent un fossé énorme entre savoir ce qu'il faut faire et le faire réellement. Et c'est ce fossé qu'il faut absolument combler pour reprendre le contrôle de sa vie. L'un des plus grands freins à l'action, c'est cette fameuse tendance à attendre le moment parfait. On se dit « je commencerai quand j'aurai plus de temps, quand je serai moins fatigué, quand j'aurai économisé assez d'argent, quand les enfants seront plus grands, quand les planètes seront alignées. » Mais la vérité, c'est que le moment parfait, ça n'existe pas. C'est une illusion, une excuse que notre cerveau nous sert pour rester dans notre zone de confort et éviter la peur de l'inconnu ou de l'échec. Le perfectionnisme aussi peut être un énorme piège qui nous empêche d'agir, car on attend que tout soit absolument idéal avant de se lancer. Alors, le secret, c'est de commencer. Maintenant. Avec ce que vous avez, là où vous êtes. Même si ce n'est qu'un tout petit pas. Vous voulez écrire un livre? Ouvrez un document et écrivez la première phrase. Vous voulez vous remettre au sport? Enfilez vos baskets et allez marcher 10 minutes. Vous voulez apprendre une nouvelle compétence? Inscrivez-vous à ce cours en ligne gratuit. L'action crée la clarté. C'est en faisant qu'on apprend, qu'on ajuste sa trajectoire, qu'on gagne en confiance. L'action génère du momentum, cette force qui nous porte et qui rend les pas suivants plus faciles. N'attendez pas d'être motivé pour agir, agissez pour être motivé. Repensez à toutes les leçons qu'on a vues ensemble aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui ont particulièrement résonné en vous. Choisissez une seule petite action, la plus simple possible, que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui, ou demain matin au plus tard, pour commencer à intégrer cette leçon dans votre vie. N'essayez pas de tout changer d'un coup, ce serait le meilleur moyen de vous décourager. Un petit pas, puis un autre, et encore un autre. C'est comme ça qu'on gravit les montagnes. Le pouvoir de reprendre le contrôle de votre vie est entre vos mains, et il s'active par l'action.
Alors, qu'allez-vous faire? Et voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo sur les 10 leçons essentielles pour reprendre le contrôle de sa vie. J'espère de tout mon cœur que ce moment passé ensemble vous a plu, qu'il vous a apporté des pistes de réflexion, de l'inspiration et peut-être même quelques petits déclics pour avancer sur votre propre chemin. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout, pour votre temps précieux et votre écoute attentive. Savoir que ces partages peuvent potentiellement aider ne serait-ce qu'une personne parmi vous, c'est ce qui me motive le plus et ce qui donne tout son sens à ce que je fais ici. Maintenant, comme je le disais dans la dernière leçon, le plus important, ce n'est pas juste d'avoir écouté ou d'avoir pris des notes, c'est de passer à l'action. Choisissez une leçon, une seule idée qui vous a parlé, et demandez-vous quelle petite chose concrète puis-je faire dès aujourd'hui ou cette semaine pour l'intégrer dans ma vie. Rappelez-vous que ce sont les petits pas répétés qui créent les grandes transformations. Soyez indulgents avec vous-même, célébrez chaque progrès. Et n'oubliez pas que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour créer la vie qui vous ressemble et qui vous épanouit. C'est un voyage, pas une course, alors profitez de chaque étape. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir et ça aide énormément la chaîne à grandir. Pensez aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car j'ai encore plein de sujets que j'ai hâte de partager avec vous. Et bien sûr, si vous pensez que ce contenu pourrait être utile à quelqu'un de votre entourage, un ami, un membre de votre famille, n'hésitez pas à lui partager. Ensemble, on peut diffuser un maximum d'ondes positives. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.